Bonsoir à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de quoi? De tout et surtout de rien. Cette saison 5, elle commence très fort puisque aujourd'hui on accueille Clément et Nicolas. On va commencer par Nico. Comment ça va Nico ce soir? Saison 5 déjà. Et oui, 5 ans hein. Putain, c'est incroyable hein. 5 ans, mais je suis un dinosaure de ouais, tout et de rien. complètement par rapport à au jeune Clément qui est arrivé l'année dernière. Oui, c'est vrai que c'est tout frais, tout fringant. Je suis jeune. Mais toujours vivant et toujours debout, comme dirait un grand sage. Donc, franchement, je t'applaudis. Chapeau. Clément, toi, tu vas bien du coup? Clément? On a perdu Clément, mais c'est pas grave. Clément, ça va très bien. On est tout seul, Nico. En fait, c'est un mensonge. Tu fais Raph et je fais Clément. C'est ça. Bon, du coup, je m'appelle Raph. Voilà, moi j'adore les chiens, et toi? Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un film de guerre japonais et j'en peux plus. C'est clair. Oh merde. On est plus que tous les deux. C'est. Allô, vous m'entendez? Il est de retour. Oui, on t'entend. Ah yes, super. Ça va Clément du coup, la forme? Putain, mais qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Il nous entend plus. Ah merde. Bah en direct, mesdames et messieurs, Allô? en direct, les problèmes techniques qui seront peut-être coupés au montage, Peut-être pas. peut-être pas, on verra. Allô? Allô? Oui. Attends, tu nous Oui, entends? Oui. Oui, c'est vrai? oui! Yes! Il nous entend, chers téléspectateurs, il nous entend! Il est là! C'est incroyable! Parce que t'as dit que j'étais un petit jeune, tu vois? Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai appuyé sur un bouton. Putain, on est tous des vieux en fait, on sait même plus serveur de Discord. C'est terrible. Oh non! Bon, du coup, Clément, la forme? Ouais, ça va, fatigué parce qu'il y a beaucoup de trucs administratifs entre Pôle emploi, plein de trucs, mais ça va. Ah oui, je peux comprendre. Bah, écoutez, en vrai, Clément, je crois qu'aujourd'hui tu nous parles. Oh, c'est laborieux. Qu'est-ce que c'est La laborieux? saison 5! Et qu'est-ce Le que démarrage c'est est laborieux? difficile, hein, la saison 5. Est-ce que ça va faire comme Ouais. Game of Thrones, à partir de la saison 5, il y a tout qui part en couille? Mais peut-être, Il y a hein, plus de peut-être. temps. Et franchement, je vous fais un visuel de chez moi. Je suis tout seul sur un canapé avec un micro. Le son, il vient du dos. J'attends Raph qui est pas là. Il y a des problèmes techniques depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que on est quand même présent et la magie du montage va faire que tout va bien se passer. Et donc du coup, Clément, tu veux nous parler de civilisation. Je crois que Nico, tu veux encore nous parler d'animaux, il me semble. Donc en fait, je sais pas vraiment qui introduire en premier parce que j'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer ce soir. Idée, vu que c'est la saison 5, on a dit que voilà, tout se bat en couilles. Moi, je vais parler de chevaux qui taillent des cailloux, hein, au hasard. Hein. Au hasard. Eh ben, vas-y, c'est parti. Non, mais attends, mais si Clément veut parler en premier, c'était juste pour introduire un sujet qui avait l'air un peu what the fuck. Oh là, mais même les blagues, elles semblent pas. Moi, je peux commencer parce que c'est. Allez, plus vas-y, court, Clément. Et puis passer après une chronique de Nico. Place au jeu. Ce soir. Moi, j'ai une fiche Wikipédia et mon bloc-notes. Donc, en fait, vous deux, hein, et moi aussi d'ailleurs, on est une civilisation extraterrestre, d'accord, située sur une planète dans le système PSR J 1719-1438. À 4000 années-lumière de la troisième planète d'une étoile de type naine jaune dans le bras d'Orion de la Voie lactée. C'est un système que vous connaissez puisque vous l'étudiez un petit peu, c'est le système Soleil avec la troisième planète, c'est la Terre. En gros, depuis le référentiel de la Terre, imaginez que c'est une étoile qui se situe dans la constellation du Serpent. Les scientifiques de cette civilisation extraterrestre ont mis au point une technologie qui vous permet de voir ce qu'il y a sur cette planète à l'instant où vous la regardez. Donc de vous, en fait, en gros, vous allez regarder la planète Terre telle qu'elle est il y a 4000 années par rapport au moment où vous la regardez, puisqu'elle est à 4000 années-lumière. Et donc, vous allez voir quelques petites civilisations qui baroudent un peu sur Terre, hein, à 4000 ans avant le présent. Donc, en gros, 2000 ans avant JC. Donc, on va essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui se passait sur Terre il y a 4000 ans. Ok. Partout. Cool. Voilà. Donc, vous pourrez d'ailleurs essayer de... Peut-être que j'essaierai de vous faire un moment donné, je sais pas, mais on va voir. Hein. Alors, vous braquez votre super télescope trop puissant, puisque vous pouvez voir, en fait, ce qui se passe sur Terre, en fait. C'est ça qui est trop fort. On va commencer par le continent africain. Voilà, on va commencer par l'Afrique, 2000 ans avant JC. Vous regardez en Égypte.
Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez le Moyen Empire, alors quelque chose que maintenant nous on appelle le Moyen Empire. Hein. Voilà, on est sous le règne de Mentuhotep II, la capitale d'ailleurs du Moyen Empire en Égypte il y a 2000 ans. Enfin, il y a 4000 ans. Thèbes. Ouais, Thèbes, bravo. Ok. Voilà, donc on est capitale Thèbes. Et en vrai, on n'a pas beaucoup de pyramides de cette époque du Moyen Empire. Parce qu'en fait, les pyramides du Moyen Empire, elles vont être déconstruites pour récupérer la pierre pour faire les pyramides de l'Empire d'après. Ok. On n'a pas grand-chose, mais il y en avait. Hein. Il y en avait, mais il y en a plus beaucoup. Et de ce royaume d'Égypte, vous descendez un peu plus au sud, dans l'actuel Soudan, dans la Nubie égyptienne, et vous voyez le royaume du Karma moyen. Donc c'est un petit royaume, voilà, il n'est pas très très grand. Ils ont des pratiques funéraires assez marrantes, puisqu'ils posent tous leurs défunts, en fait, vous les voyez les mettre en position fétale, la tête vers l'est, avec un riche mobilier funéraire. Enfin voilà, on commence à avoir une hiérarchie en fait basée sur les classes sociales, avec un commerce qui va de la vallée du Nil jusqu'aux montagnes du Sahara. Ok. Il y a des gens qui commercent beaucoup. Vous allez voir au Niger maintenant, vous braquez votre télescope là-bas et vous voyez une région où se pratique la métallurgie. Voilà, dans la région d'Agadez, donc on est déjà sur du cuivre, dans la région du Niger. Et en Mauritanie, hop, vous voyez un ensemble de villages fortifiés, voilà, qui est fait en pierre sèche, qui ont en fait été colonisés par des communautés d'agro-pasteurs néolithiques. Voilà, ils cultivent le mil à chandelle, voilà, c'est une céréale. Ils font des élevages de bœufs et de chèvres, et ils font de la pêche et de la chasse. Donc voilà, on est sur du néolithique concrètement là, en termes de mode de vie. Avant qu'on braque le télescope sur un autre continent, des trucs quand même à dire, quand même de base. Hein. Après, pour tout ce qui est le sud du continent, vous êtes en fait sur des tribus, on est encore sur du paléo en fait, hein. On est encore sur du paléolithique. On est encore sur des tribus de chasseurs-cueilleurs, chasseurs-collecteurs. D'accord. Voilà, des trucs à dire sur les civilisations africaines il y a 4000 ans ou... Non, on regarde dans le télescope, tranquille. On prend des notes. On prend des notes, Pour, c'est ça, prenez des exactement. notes, On griffonne. Et j'imagine que vu qu'on est des aliens, on a plein de bras et des tentacules. Donc on prend des notes beaucoup Là, plus après, vite. On peut prendre encore plus de notes. Et vous allez un peu plus au nord, mais vous allez un peu trop au nord, en fait, vous allez un peu trop loin, parce que vous allez arriver au Groenland. Voilà, c'était pas prévu d'aller un petit peu trop haut. Oups. D'ailleurs, en plus, il faut attendre que la Terre, elle tourne et tout, c'est un peu chiant, donc ça vous prend quand même plusieurs jours. Et vous regardez donc le Groenland, et vous voyez, en fait, c'est bizarre, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement que ce que vous avez vu en Afrique. Là, on n'est pas sur des grands royaumes ou quoi, Groenland, extrême nord du Canada, vous êtes au Paléolithique supérieur, en fait, concrètement. Il y a une civilisation qu'on va appeler les Paléo-Esquimaux. C'est un peu préhistorique, hein. Ils ont la culture qu'on appelle... Alors, quand vous êtes au nord du Groenland, c'est une culture qu'on appellera l'indépendance 1. Et au nord du Canada, donc un peu plus au sud-ouest, c'est la culture Sakak. Bon, je sais pas comment on le prononce vraiment, en fait, en S-A-2-Q-A-Q. La culture Sakak, c'est une industrie, vous les voyez faire des microlithes. Voilà, c'est vraiment des petites tailles de silex. Ils ont des propulseurs, des retouchoirs, lances de bois, lampes à huile en stéatite. Et vu que c'est pas très très précis votre télescope, vous avez une petite marge d'erreur et vous voyez des trucs qui se passaient peut-être un petit peu avant. Et en fait, vous voyez des migrations de personnes de l'extrême-orient de la Sibérie. Il y en a qui viennent d'une petite île qui s'appelle l'île de Wrangel. Et peut-être toi, Marc, ça te dit quelque chose? Là, comme ça, pas vraiment. Non, c'est une petite île où dessus vous voyez des sortes de mammifères tout poilus avec une trompe. Ils sont pas très grands. Qui sont pas très grands. Ouais. Des mammifères avec une trompe. Ouais. Plein de poils. Des dugongs. Non, ils appellent ça des mammouths. Ah putain, moi j'imaginais dans l'eau du coup. Putain, merde. Moi aussi, Non, j'étais non. C'est un truc hyper original. J'ai vraiment imaginé une créature très bizarre, de petite taille avec une trompe en train de nager, des nageoires et poilus, une sorte de morse à trompe, tu vois. Ouais. Ça avait l'air trop classe dans ma tête et en même temps un peu Non, ça, ridicule aussi. C'est sur notre planète qu'il y a eu ça. Ouais, c'est ça, il y a Pas confusion sur la Terre. dans l'écriture. Voilà, il y a confusion, non, il y a confusion. Vous voyez donc des gens qui sortent de cette petite île, et sur cette île, il y a des petits mammouths nains. Oh, Donc trop mignon. on est sur des gens qui ont, il y a 4000 ans avant notre ère, 4000, 4005 avec la marge d'erreur. C'est le fameux mammouth, c'est Exodus, c'est ça, c'est le dernier? Ouais, c'est les dernières populations de mammouths, il y a Ouais. 4000 ans avant JC. Ok. 4000 ans avant notre ère et 2000 ans avant JC. C'est ouf ça. Et donc ces populations de Sibérie ont migré, vous les voyez migrer au fur et à mesure pour arriver au Groenland. Alors, du coup, vous restez sur le continent nord-américain pour aller faire un tour dans l'actuel Illinois. Vous voyez en fait tout simplement des tribus de chasseurs-cueilleurs en fait. Hein. C'est ce qui fait la plus grande partie de la population nord-américaine. Et ceux dans l'Illinois, vous les voyez faire des trucs bizarres. Ils sont en train de planter des courges et des tournesols. On dirait qu'ils commencent à faire de l'agriculture. Voilà, donc la première plante qui est cultivée en Amérique du Nord, c'est la courge.
Ensuite, vous allez un peu plus au sud encore et vous arrivez dans le préclassique ancien, en Mésoamérique. Attends, on est en 2000 en 2000 avant JC, il y a le préclassique Ah, ancien. il faut qu'on fasse un détour par le Mississippi, je suis désolé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mississippi en 2000 avant JC? Il y a un site qui s'appelle Poverty Point, Ouais. qui est une ville construite par des chasseurs-cueilleurs. Ah ouais? Oh, trop C'est cool. voilà. Incroyable. Genre, en fait, tu es le prof chez les extraterrestres, c'est toi qui fais cours en fait. Moi, je fais un exposé, je suis un élève. Ouais, mais en fait, c'est un peu. Enfin, c'est peut-être probablement plus une sorte de sanctuaire plutôt qu'une ville d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une structure avec plein de bâtiments. Genre, c'est vraiment gigantesque. Avec une montagne, une montagne aménagée en forme d'aigle. Et c'est vraiment impressionnant. Mais tapez Poverty Point, vous verrez. Poverty Point. C'est un peu comme. Il y a aussi une ville au Proche-Orient construite par des chasseurs-collecteurs fin paléolithique, je sais plus comment elle s'appelle. Göbekli Tepe. Ah oui, il y a Obeid aussi, la culture d'Obeid. Ouais. 4000 avant JC, je crois, 4000 ou 5000. Ok. C'est une des premières. Ouais. C'est juste avant Our. D'accord. Ça te dit quelque chose, toi Tu te souviens du nom de la ville en Turquie chasseurs-collecteurs? C'est une ville, c'est pas un truc genre fondé par les Hittites, un truc comme ça. Non, c'est vraiment paléo. Paléo? Ouais. Mais c'est Göbekli Tepe. C'est pas là où il y a un temple? C'est pas là où il y a un gros temple? C'est le sanctuaire Göbekli Tepe. Oui, c'est ça. Göbekli Tepe. C'est la colline, la colline je sais pas quoi là. Ah oui, c'est ça, ok. Vous pouvez dire bonjour à Raphaël, ouais. Salut Raph, bienvenue. On observe la Terre, c'est trop bien. On est des extraterrestres et on observe la planète Terre. Ah yes. Ouais, c'est chouette. Mais oui, ce temple là, j'ai vu un reportage quelque part, à un moment. Sur Arte, il y en a eu un. Ouais, c'est ça. Oui, sur les différents types de villes, les premières villes dans le monde. Ouais, c'est peut-être ça du coup. Mais ça date de 1 ou 2 ans, je crois, ce reportage. Ouais, en tout cas, oui, ça me dit quelque chose cette ville en Turquie là, qui était genre une sorte de premier pèlerinage. C'est ça, ouais. En fait, c'est un rassemblement en plein milieu, ou des trucs comme ça qui sont rassemblés pour créer un naissance après à... Ah non, vous parlez de la Turquie, moi je pense à l'Irak avec Obeid et Our après. Ça, c'est les premières, c'est les Sumériens, ça, moi. Oui, ça, c'est les Sumériens, ouais. Ouais, c'est des vraies villes. Il disait, je crois, dans le reportage que finalement, après la création des villes, véritablement, ça a fait des routes un peu commerciales qui sont passées après, à côté. Enfin, loin de l'endroit, il est tombé en désuétude, quoi. Ok. Et donc, du coup, retour à notre télescope. C'est incroyable, ça. Ça m'y fait penser parce que j'ai mon frère qui est parti au Chili, là. Parce qu'il est parti dans les observatoires du désert. Et du coup, il m'a envoyé une vidéo de l'ouverture du télescope, c'est vachement impressionnant. Finalement, c'est un peu lui l'extraterrestre qui observe peut-être d'autres planètes avec d'autres civilisations. C'est une forme d'extraterrestre, ça c'est sûr. Mais... Enfin, d'extra-xanthien peut-être, on ne sait pas. Du coup, pardon Clément, on n'arrête pas de te couper, vas-y. Ouais, donc voilà, en Mésoamérique, on est dans le préclassique, donc c'est ce qui précède juste avant les premières sociétés mayas, si je me trompe pas, Nico, je parle sous ton contrôle. C'est la période Olmec. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce qui a donné le ton pour toutes les civilisations à venir. En Amérique du Sud, vous voyez en Amazonie, il y a quelques groupements de villageois qui font de l'horticulture avec de la céramique. Dans l'actuel Équateur, vous avez une culture formative qu'on appelle la culture Valdivia. Vous les voyez fabriquer des petites Vénus, des figures féminines, enceintes pour certaines, pas enceintes pour d'autres, en terre cuite et en pierre, et des vases qui sont ornés de labyrinthes, voilà, avec des ornements en labyrinthe. Alors, on va faire un gros morceau, l'Asie, mais du coup, j'ai vraiment sélectionné parce qu'il y a beaucoup de trucs. Alors l'Asie, on pourrait reparler vite fait de la Sibérie, donc vous voyez toujours des gens qui sont en fait des chasseurs-collecteurs en Sibérie. Dans l'actuel Tibet, on est dans l'âge des métaux avec des mégalithes. On est en plein âge du bronze en Thaïlande. Et alors, dans l'actuel Afghanistan, vous êtes à l'apogée de la civilisation de l'Oxus, donc en Asie centrale, donc Afghanistan, avec le cheval, avec des chars, pratiques funéraires, des sanctuaires et une grosse structure religieuse. Vous voyez aussi des gens qui migrent un petit peu, vous voyez des migrations d'Austronésiens qui partent de Taïwan et qui vont vers les Philippines. Et en Chine, on est en pleine dans la transition avec l'âge du bronze, donc néolithique final, la culture de, alors pas comment on prononce en chinois, je suis désolé, Qija, Q-I-J-A. Ça c'est au nord-ouest de la Chine, mais il y a plein d'autres petites cultures indépendantes des unes des autres un peu partout. Mais globalement c'est de l'agropastoralisme, voilà, c'est une économie sédentaire, donc on est déjà sur des grandes villes quoi, presque. Une économie sédentaire fondée sur l'agriculture, le blé, l'orge, élevage de porcs et de moutons. Okay. Ensuite, au Proche-Orient, donc là aussi gros morceau, Proche-Orient, période paléo-babylonienne. Voilà, donc là c'est juste avant Babylone, quoi, en fait, juste avant. En basse Mésopotamie, vous êtes dans la période d'Issin-Larsa.
Pour être très précis, ça commence en 2004 avant JC. Waouh. C'est la fin de la 3e dynastie d'Ur, justement par les d'Ur juste avant, donc c'est un peu la chute de Ur, et le début des dynasties amorites. Donc on est juste avant Babylone, parce que justement dans la partie nord de la basse Mésopotamie, plusieurs entités politiques avec des noms alors Sipar, Kish, Dilbat, Marad et Babylone, qui va commencer, alors pareil que la marche d'erreur, hein, vous voyez commencer Babylone, hein, se fonder en 1894 avant JC. C'est la petite marche d'erreur de votre télescope. Et vous voyez aussi d'ailleurs, hein, alors ça c'est curieux, vous voyez un groupe de nomades, voilà, qu'on appelle maintenant des Sémites, qui sont originaires de la Mésopotamie et qui commencent à s'installer en Syrie. On ne sait pas trop ce que ça va donner, à voir plus tard, peut-être que ça va être important. Ça c'est pour ceux qui ont la ref. On a bien la ref là. Et vous remontez un peu plus du coup vers l'ouest pour arriver vers l'Europe. Donc vous avez terminé votre voyage, vous avez bientôt plus de batterie. Où vous regardez, voilà, en Espagne, on est sur la culture El Argar. C'est le bronze ancien avec métallurgie de l'or, argent, cuivre, avec des gens qui portent des glaives, des hallebardes. En Italie du Nord, vous êtes sur des gens qui vivent sur pilotis en zone marécageuse. Voilà, donc on est sur des sédentaires. Hein. La culture Polada. En Grande-Bretagne, on est sur la culture qu'on va appeler du Wessex, avec 2000 ans en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on a construit? Ah, Stone Age? Non. Si, Stone Age. Age, Oui, oui. ouais. Voilà, Ouais. Stone Age, hein, Ouais. c'est entre moins 3000 et moins 1000, donc moins 2000, on est... Ah putain, en je pensais que plein c'était plus ancien, tu vois. ça commence à moins 3000, donc on est à 1000 ans. 1000 ans Après, près, mais potentiellement, les pierres de Stone Age, elles viennent d'un coin au fin fond du Pays de Galles, ils les ont ramenées Oui, à pied. Hein. oui, il y avait une autre localisation dans l'histoire. Donc peut-être que les Ok. pierres et l'agencement est plus ancien qu'il n'y paraît. Mais enfin bref, ça n'est ni l'heure ni le lieu, peut-être un jour. En tout cas, voilà, vous regardez en Grande-Bretagne, là, dans le Wessex, et vous voyez des sites mégalithiques. Et vous voyez aussi des gens pareils qui bougent encore. Hein. On a des migrations d'Indo-Européens qui arrivent en Europe. Et en Roumanie actuelle, on a des développements de l'âge du bronze. Et vous terminez par la Grèce avec la construction des premiers palais minoens en Crète et la Dique en Grèce. Et donc on est en plein âge du bronze. Vous voyez aussi des gens qui viennent de la Turquie qui commencent à envahir aussi la Grèce. Donc des petites guerres par-ci par-là en Grèce antique. Voilà, donc vous avez fait votre tour du monde, donc voilà. On va pouvoir Vous avez prendre plus de toutes les batterie. infos et les ramener sur notre planète. Yes. Vous êtes déjà sur votre planète. Oui, mais peut-être que c'est pas la même planète. Ah, ouais. C'est clair. Peut-être que vous regarderez aussi, peut-être qu'un jour on fera une autre période, hein, peut-être. Hein. Voilà, Mais en tout cas, moi j'aime con. beaucoup l'idée d'avoir un instantané temporel, Ouais, je trouve ça ouais. très très cool. C'est C'est clair. cool. Parce qu'en fait, se voilà, rendre j'étais tombé justement, en sortant un peu du contexte, j'étais tombé justement sur Ouais. une carte du monde en 2000 BC. Wow. Et j'ai trouvé Chouette, ça marrant en fait justement de voir les différentes cultures et d'essayer d'en voir certaines de plus près. Ah, c'est trop chouette. Trop bien. D'ailleurs, ça a pas grand chose à voir, tu couperas peut-être si tu veux, mais Ouais. j'ai beaucoup aimé le dernier mème que t'as donné avec le fabricant de cuivre. You are from far the worst copper Ah oui. merchant I ever. C'est Oui, il y a 2 jours. At je crois, least oui, you heard of me. Oui, Ah, oui. exceptionnel. C'est pas parce que pour moi, C'est vous qui avez dit que j'étais, moi ça me rappelle la tablette là en argile où quelqu'un s'est plaint justement de ton travail, c'est ça, et on a son nom, Oui, What? c'est ça. ouais. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est un mème qui... bon, ça reprend le truc de Pirates des Caraïbes. Oui, voilà. Et en fait, Oui. du coup, c'est un marchand de cuivre qui a fait mal son travail. Oui, et sur du une coup, sur tablette une tablette, d'argile, on a il y a une retrouvé, plainte. une On a plainte. son nom. Et du coup, ça veut dire qu'on connaît le mec qui a mal fait mais son sérieux? boulot. C'est énorme. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Ah oui, et c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais en Australie, c'est les Ah aborigènes. Hein, et eux, ils se fight contre des oiseaux de 5 mètres. Mais après, ça, c'est Déjà, vieux, les ça, émeux c'est- à l'époque. C'était déjà dangereux. Émeu. Voilà, eux, ils sont en train de se battre contre des animaux trop forts. C'est quoi ces oiseaux de 5 mètres dont tu parles? Putain, j'ai vu ça. Attends, j'avais vu ça sur énorme. sur Instagram, ouais. 5 Est-ce que mètres. je l'ai sauvegardé? Mais Bah, d'envergure. 5 mètres, Alors. je dis 5 mètres parce que j'avais. Ah, c'était pour parce que exagérer, le mais sud. il me semble Ah que oui, c'était gigantesque. très grand. Parce que c'est Il sud-sud me d'Australie semble quand même. que c'était un truc très très grand. Parce que le sud de l'exagération. Merde. Oui, justement, c'est pas sud. Attends. Je devrais le retrouver assez facilement. Bon, déjà, les Australiens pense. ont perdu la guerre contre les émeux, donc j'ai envie de te dire,
Ouais, mais on parle pas des émeux australiens, là. Ouais, mais là, du coup, ça doit être un truc encore plus badass, hein, du coup. Oui, non, c'est sûr, c'est pas des émeux. Attends. Si c'est des Ah ouais, genre les ancêtres des émeux. Putain, t'es en train de me dire que je l'ai plus. Tu nous le diras en commentaire si jamais tu le retrouves. Ouais, si jamais je retrouve ça, Ça marche. Justement, je pensais l'avoir gardé de côté, mais pas du tout. C'est vachement intéressant, en tout cas, c'est instantané. Et il y a une question que je me pose en écoutant tout ça. C'est une question que j'aimerais bien poser à Nico. C'est est-ce que, à ton avis, à cette époque-là, dans le télescope, on aurait pu apercevoir des chevaux qui font du taillage de pierre? Cette transition. Est-ce que c'est pas la meilleure transition du monde? Eh bien, cher Marc, c'est une excellente question. Ah, et tu en as la réponse, bien sûr. J'en ai la réponse. Alors, avant, je vais juste vous montrer Poverty Punch. J'ai trouvé un truc, une image, une reconstitution Oh, ah oui. pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà, 2000 ans avant Jésus-Christ, une ville en plein cœur des États-Unis. Oh. C'est la classe. Ouais, c'est sympa. C'est stylé. On est bien loin du plan de Pergame, là. Non? De Pergame? Oui, Pergame. le plan axé Ah oui, la avec ville de Pergame, c'est avec vraiment en mode les routes les droites. quadrillages, Très, etc. très Ah, américaine, oui. quoi. Très clair. Je sais plus comment. Ouais. Mais là, ça fait plutôt une forme de cercle autour, finalement, d'un point central, en fait. C'est un arc de cercle en fait C'est un arc de cercle. Ouais, En fait, c'est une rivière et du coup, Et du coup, on un estime arc de qu'au cercle. centre, il y a une espèce de temple, alors? D'une rivière. Oui, en fait, on sait très très peu de choses. Juste, il y a quelques vestiges matériels et après sur la vie des habitants, c'est juste qu'ils enterraient leurs morts dans des tumulus. Ok. Et que, bon, après, je pense que ça vaudrait peut-être le coup de faire une chronique dessus un jour. Ah bah, une idée peut-être pour la saison 5, du coup. Ouais. Ouais. Ou 6, ou 7, Moi, là, ou 8. de voir un peu toutes les. Ou même Paris. C'était peut-être un peu décousu ce que j'ai fait, mais vu qu'il y avait beaucoup d'infos et que j'ai à la base improvisé ce que je voulais faire, je me suis décidé il y a 2 jours et j'ai vu toutes les infos qu'on pouvait dire. J'ai fait, on va essayer de Ah ouais, réduire mais au c'était très, maximum très chouette, parce que- Comme ça, en plus, tu peux le reproduire à des époques différentes. Oui, à à des l'infini, époques différentes, en fait. et puis surtout qu'en fait, chaque civilisation, tu peux faire une chronique d'une demi-heure dessus, quoi. Parce que, Oui. il y a tellement de trucs, tu vas dire. Et pas commencer à détailler la Grèce il y a 4000 ans, parce qu'on n'est pas rendu, quoi. Non, et puis Voilà. surtout, t'as dit la principale chose, c'est qu'au départ, il y a des Turcs qui commencent à venir en Grèce. C'est un fait qui Ouais. ne se reproduira pas du tout dans l'avenir. Parlant de villes, vu qu'il y a plein de villes en Amérique du Nord qui sont dans le passé, il y en a une qui s'appelle Chaco, qui est impressionnante, où tu as des remparts et des immeubles de plus de 6 étages dedans. Ah ouais? Et ouais, elle date du 12e ou 13e siècle, je crois, de notre ère. Ah ouais, Un truc d'accord. comme ça. Mais c'est Ouais, quoi, c'est assez impressionnant. c'est un truc Pueblo ou c'est quoi comme civilisation? Non, c'est une civilisation qui n'existe plus, qui est une sorte de théocratie locale, Putain, c'est qui s'est mis à construire des énormes édifices comme ça, et qui a complètement disparu, notamment à cause du réchauffement climatique de la région. Attends, mais ça c'est pareil, ça ferait une chronique à part entière. Ah ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Le site de Chaco est... En fait, c'est un Ouais, épisode où on dingue. fait du teasing. c'est clair. Ou alors c'est une idée pour un hors-série, on prend tous une civilisation ou une ville d'Amérique du Nord et amérindienne et on en parle. C'est clair. Bon, bref, donc on va Pardon, pas les trop... chevaux qui taillent des pierres, pardon. Merci de me recentrer. Donc ce soir, ou aujourd'hui, en fait ça dépend à quelle heure vous écoutez ça, nous allons nous plonger dans une étude publiée en 2021 par une équipe de chercheurs espagnols dans le Journal of Archaeological Science Reports, dont le titre est sans appel « Echids can also make stone artifacts » ou « Les équidés peuvent aussi produire des artefacts lithiques », dans laquelle on apprend que les équidés taillent effectivement la pierre. Alors, les primates ne seraient pas les seuls à savoir tailler des outils? Une civilisation équine existerait-elle dans l'ombre de la nôtre? Waouh, Est-ce que les chevaux nous contrôlent depuis toujours? j'en étais sûr. Possible, hein. Eh bien, malheureusement, les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans cette étude. Mais par contre, inutile de céder à la panique, il y aura des éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc, comme j'avais fait pour d'autres chroniques, je vais me contenter en fait de résumer un article dont vous aurez la référence dans les commentaires, et je vais ajouter quelques éléments aussi pour aider à la compréhension générale. Imaginons tout d'abord qu'en vous promenant dans la nature et en retournant à la terre d'un jardin ou d'un champ, vous tombiez sur un éclat de roche qui présente clairement des traces de taille. Ensuite, en comparant votre trouvaille avec des images de référence, vous remarquez que cela ressemble énormément à des outils lithiques datés de plus d'1 million d'années. Avant de réécrire l'histoire de l'humanité, il est nécessaire de prendre en compte d'autres pistes qui, à première vue, pourraient paraître surprenantes, notamment en vous interrogeant sur les autres espèces qui ont pu fréquenter ce terrain. La taille intentionnelle d'outils en pierre, c'est l'un des marqueurs de l'évolution des hominina, c'est-à-dire grosso modo la branche des primates à laquelle nous appartenons, incluant aussi les australopithèques et tous les représentants du genre Homo.
Les plus anciens artefacts lithiques liés à la taille d'outils remontent potentiellement à 3,3 millions d'années au Kenya, bien qu'ils soient encore sujets à débat. Ils seraient possiblement attribués à Kenyanthropus platyops ou Australopithecus afarensis. Mais de manière plus certaine, on retrouve des outils taillés dans les couches archéologiques à partir de 2,6 millions d'années qui ont été vraisemblablement produits par Homo habilis. Que là, j'imagine que pour les préhistoriens que vous êtes, ou en tout cas amateurs ou guides, ça doit vous parler. Oui, bien sûr. Ces dates. Oui. Là, c'est des chiffres clés. Des dates clés dans la compréhension de la lignée humaine. Eh oui. Donc ces premiers outils du paléolithique inférieur sont couramment appelés des galets aménagés. Et ils se caractérisent principalement par le débitage d'une roche, donc c'est-à-dire l'enlèvement d'éclats depuis un bloc, sur un ou deux plans de frappe, de manière à obtenir une arête vive et tranchante. Cette technique, elle est dite unipolaire quand un seul côté est taillé, et bipolaire lorsque les enlèvements se font sur deux bords opposés. Pour obtenir cela, la roche elle est posée sur une surface en pierre fixe qui sert d'enclume, et ensuite elle est percutée. La taille unipolaire se fait par la percussion d'un seul bord à main levée. Et ces productions, elles laissent des éclats qui sont caractéristiques, en forme de lamelles. Et le but de ces galets aménagés n'est pas encore certain, mais on suppose qu'ils servaient d'outils pour racler, trancher, ou bien de nucléus, donc c'est-à-dire de blocs de matière première, pour obtenir des éclats qui, eux, serviront d'outils. Mais vu la relative simplicité de ces objets, il est normal de se poser la question suivante. Comment être certain qu'ils soient bien taillés volontairement et non le résultat d'un processus naturel qui se passerait de l'humain? Et bien pour ça, en fait, la taille d'outil peut se différencier de l'éclatement naturel des roches par une série de critères observables à l'œil nu. On a la présence de cassures ayant la forme de coquilles circulaires, qui sont dites conchoïdales. On a l'impact contrôlé d'une percussion, que l'on peut distinguer grâce à l'aménagement de surfaces de frappe qui ressemblent à de petites plateformes. On a l'enlèvement répété et en séquence, donc c'est-à-dire dans un certain ordre, des éclats sur un même bloc. Et les roches présentent aussi des points d'impact en forme de bulbes en négatif sur le côté opposé à l'impact de percussion. Donc jusqu'à récemment, la différenciation entre la taille de la pierre par les hominina par rapport à d'autres pressions exercées naturellement sur la roche, elle était plutôt simple. Mais il y a des découvertes qui ont remis quelque peu en question ce modèle. Déjà, dans certains cas, le frottement naturel des galets dans des conglomérats rocheux peut occasionnellement entraîner le détachement accidentel d'éclats et créer ce que l'on appelle un géofact, c'est-à-dire un objet lithique qui ressemble à un artefact taillé intentionnellement. Cependant, il ne s'agit généralement pas de détachements multiples à partir d'un même bloc, et il n'y a pas non plus de traces d'aménagement pour la taille. Mais là où le problème se complexifie, c'est lorsque d'autres animaux utilisent aussi des pierres. Les chimpanzés sauvages, par exemple, font usage d'outils pour casser des noix. L'étude des roches utilisées et des éclats que cette activité peut produire montre néanmoins qu'il n'y a pas de ressemblance avec ce que l'on trouve en archéologie. Ceci dit, il a quand même été observé la taille intentionnelle d'outils par des bonobos, mais dans un contexte de captivité uniquement. Et les bonobos sont parvenus à produire des blocs taillés ainsi que des éclats qui ressemblent pour le coup fortement à ceux créés par les hominina. Et en fait, il y a une analyse visuelle qui permet cependant de les différencier des outils retrouvés en contexte archéologique et surtout le cadre particulier, vu qu'on est en captivité, de ce type de production permet d'éviter d'éventuelles confusions. À ce jour, la taille intentionnelle d'outils en pierre n'a pas été documentée à l'état sauvage ni chez les bonobos ni chez les chimpanzés. Mais curieusement, ce n'est pas chez les grands singes qu'il faut chercher pour trouver des similarités et une possible confusion avec des vestiges archéologiques. En effet, l'utilisation d'artefacts en pierre se retrouve dans le comportement d'un autre primate, le singe capucin. Et d'ailleurs, si vous préférez son nom historique d'origine toupie, vous pouvez appeler le capucin Sapajou. Voilà, Sapajou. Je peux faire ma propre pub pour mes propres chroniques. Et oui, allez voir l'épisode sur les toupies d'Amba, il est excellent. En plus, on vous apprend à cuisiner de délicieux ragoûts humains. Oui. Le singe capucin, c'est la seule espèce de primate non humain à l'état sauvage qui frappe intentionnellement une pierre contre une autre dans le but de la briser. Et ça peut paraître surprenant, surtout pour nous sapiens, mais il n'y a pas d'intention fonctionnelle dans ce comportement. Le but recherché n'est pas de fabriquer un outil, mais simplement de casser la roche. Et les capucins lèchent par la suite l'intérieur de la pierre brisée pour obtenir un nutriment qui est présent dedans, qui est le silicium. Ok. Et plus étonnant encore, c'est leur technique pour arriver à ce résultat. Les capucins
Ils frappent les galets plusieurs fois sur des roches fermement fixées au sol qui leur servent d'enclume. On a donc une surface taillée et l'extraction répétée d'éclats sur un même bloc. Bon, alors, petite précision, à ce jour, il n'a jamais été rapporté que les capucins se livrent à la taille de 2 roches détachées du sol. Mais de fait, il faut quand même rester vigilant, parce que les produits résultant de ce comportement, qui est propre à ces singes, sont considérés comme similaires à ceux résultant de la fabrication intentionnelle d'outils en pierre. Parce qu'on a bien des éclats en forme de lamelles, la présence de bulbes de percussion, des enlèvements multiples, parfois sur une même surface, et des cassures conchoïdales montrant parfois des frappes récurrentes portées depuis une direction unique. Selon l'état de la recherche actuelle, ces artefacts ne peuvent donc tout simplement pas se distinguer de certains exemples archéologiques du Paléolithique. D'ailleurs, quelques-uns peuvent même être classifiés comme des galets aménagés, puisqu'en fait ils en présentent toutes les caractéristiques. Et ça c'est plutôt embêtant, parce que ça signifie que les critères visuels courants pour interpréter un objet lithique en tant qu'outil archéologique, en fait, ils se trouvent dépassés par ce contre-exemple. Tout au plus, ils permettent de témoigner de l'intentionnalité d'une taille, mais plus vraiment d'en interpréter l'usage de l'artefact. Du coup, cette découverte, ça a été une véritable mise en garde pour les archéologues. On en parlera peut-être d'ailleurs dans une future chronique, mais il y a des polémiques qui ont pu se poser, qui sont encore d'actualité, notamment à travers l'exemple du site de Pedra Furada, au Brésil, où ont possiblement été retrouvés les artefacts lithiques les plus anciens d'Amérique, mais où sont présents aussi les capucins. Et en fait, le comportement de ces singes est en partie, parce qu'il y a aussi des charbons anciens qui ont été retrouvés, mais est en partie à l'origine de l'une des plus grandes controverses archéologiques de notre époque. Et du coup, il est temps pour nos chevaux de rentrer en scène. Donc l'équipe de chercheurs espagnols est parvenue à démontrer que d'autres mammifères que des primates peuvent aussi être à l'origine d'artefacts lithiques taillés. Et alors que les capucins ne se retrouvent qu'en Amérique du Sud, les équidés, eux, sont beaucoup plus répandus géographiquement, et les ancêtres les plus récents des espèces actuelles remontent à la période du Miocène, donc c'est-à-dire il y a plusieurs millions d'années. Et cette découverte peut donc avoir potentiellement un impact qui est assez fort. Mais avant d'entrer dans les détails de l'étude et de ses implications, d'après vous, pourquoi les équidés taillent des cailloux ? Pareil, peut-être pour récupérer le silicium qui est à l'intérieur, ou le sel, ou des trucs comme ça. Ou alors les c'est chevaux, ils juste le adorent lécher des hasard blocs et, de sel. Non, ou alors c'est leur cerveau qui, sans faire exprès, par pression, casse des cailloux en fait par terre. Ouais, mais là, le problème, c'est que ça aurait pu être fait par beaucoup d'autres. Ouais, c'est ça, du coup, les ouais, cervidés ou les ah, bovidés oui, pourraient le ouais. faire aussi. Eh bien, en fait, Clément, t'as raison. Ah merde. C'est Ouais, ça. parce que j'avais déjà lu ça quelque part. Ah merde, ouais, mais en même temps, on peut rien faire contre quelqu'un qui a des connaissances en animaux comme ça. C'est ma première idée aussi, mais... En fait, ce comportement, il est spécifique aux équidés, apparemment, parce qu'il leur sert à raboter leurs sabots. Et en fait, les sabots poussent naturellement jusqu'à plus d'1 centimètre par mois, donc en fonction des saisons et du régime alimentaire. Et donc, il est nécessaire de les raboter régulièrement. Dans le domaine vétérinaire, l'entretien des sabots par des humains est appelé le parage. Et le phénomène particulier où l'animal cherche lui-même à raboter ses sabots est appelé l'autoparage. Il s'agit d'une pratique qui est déjà connue et étudiée. Par exemple, en 2006, une expérience sur un troupeau de 40 poneys a montré qu'en 3 mois, la taille des sabots pouvait être réduite de 32 à 38% lorsqu'ils les rabotaient eux-mêmes sur le sol. Et c'est lors d'une autre expérience de ce type que l'un des co-auteurs de l'article que l'on traite actuellement a observé que des ânes domestiques frappaient des pierres avec leurs sabots jusqu'à les briser. Et selon le propriétaire de la ferme où cette observation a été faite, en fait il s'agit d'un comportement régulier et tout à fait normal pour ces animaux. Et donc c'est suite à cela qu'une expérience spécifique avec un focus sur les produits de ces activités de taille par des préhistoriens a été menée. Donc jusque-là, aucune étude d'artefacts lithiques produits par le piétinement d'animaux, y compris humains, n'a jamais montré de résultats qui puissent être confondus systématiquement avec des productions archéologiques intentionnelles. Mais avec l'autoparage des équidés, il a été mis en évidence plusieurs détails intéressants, comme la présence d'impacts multiples sur un même bloc de roche et des dégagements d'éclats de la même manière que ce qui avait été documenté chez les capucins. L'étude a été menée dans une ferme à Sotos, au centre de l'Espagne. Le groupe expérimental se composait de 3 ânesses adultes, aux sabots non ferrés, pesant entre 200 et 300 kg, et une jument de 500 kg. Leur enclos d'environ 1 hectare contenait dans un coin des roches calcaires qui avaient déjà été cassées dans le passé par les ânesses. Le protocole mis en place a donc été le suivant. Après s'être à nouveau assuré de ce comportement,
Les chercheurs ont introduit 12 galets de quartzite et 2 galets de silex de dimensions et aspects similaires à ceux utilisés au Paléolithique inférieur en Afrique de l'Est, pour 2 expériences consécutives sur 52 jours. Il y avait vraiment que des préhistoriens pour penser à ce genre de choses. Cependant, à cause de la méfiance des animaux à l'égard des personnes étrangères à la ferme, les chercheurs n'ont pas pu assister en permanence au processus, mais le propriétaire de la ferme a surveillé quotidiennement l'enclos et a été le témoin visuel du piétinement de ces pierres par les ânesses et la jument. Ces observations ont aussi été confirmées par image grâce à une caméra, bien que, c'est précisé dans l'étude, la caméra est parvenue à filmer que les ânesses et non la jument. L'ensemble des artefacts lithiques a ensuite été cartographié et collecté, puis ils ont été comparés à un corpus archéologique établi provenant de plusieurs sites africains et à des échantillons produits par des capucins. Les données ont ensuite été compilées, traitées statistiquement par un algorithme informatique. Et les résultats sont assez étonnants. Parce qu'en fait, ça montre une technique de taille qui est très similaire à celle de l'Oldowayen, donc c'est-à-dire une industrie lithique datée entre 2,6 et 1,4 millions d'années, avec un débitage bipolaire à 2 plans de frappe. En fait, les galets taillés par les ânesses et la jument reposaient sur la surface du sol et du coup ont subi la pression du poids des animaux, ce qui a eu un effet comparable à une forte percussion au niveau des parties supérieures et centrales des blocs. Du coup, ça a entraîné leur rupture en différents fragments. Et les éclats ainsi obtenus présentent les caractéristiques typiques de ce qui se retrouve dans l'industrie oldowayenne, à savoir les critères visuels dont on a parlé précédemment. Il y a même un des éclats qui présente des traces de retouche, c'est-à-dire que d'autres éclats ont été détachés à partir d'un même éclat, et du coup ça c'est assez exceptionnel. Les auteurs insistent bien ici en précisant que si cet artefact avait été retrouvé en contexte archéologique, il aurait été formellement identifié comme quelque chose d'intentionnel, un artefact intentionnel. Il en va de même d'ailleurs pour des éclats plus simples qui sont similaires à ce que produirait une industrie de taille d'outils. D'une manière générale, les équidés tendent cependant à produire moins d'éclats que les capucins. On est à 3,4% contre 12,6% à volume égal de matière première. Mais du coup, c'est suffisant pour permettre aux chercheurs d'avancer que la production de ce type d'artefact n'exige ni ne sous-entend ni un processus cognitif complexe, ni une biomécanique qui est semblable à une main de primate pour arriver à de tels résultats. Au niveau du traitement informatique et statistique des données, l'analyse a montré un taux de similarité flagrant avec les objets issus des sites de référence du Pléistocène inférieur en Afrique de l'Est, en appuyant encore plus la possibilité de confusion avec une industrie oldowayenne. Ça, c'est assez dingue quand même. Alors bien sûr, cette étude, elle a quelques limites. Tout d'abord, le groupe expérimental est plutôt réduit, même si les chercheurs le considèrent comme suffisant pour en tirer des conclusions. Ensuite, il est important de noter que ce comportement n'a pas encore été identifié dans la nature, seulement dans un contexte de captivité. Et comme les auteurs le soulignent, c'est également le cas des observations qui avaient été faites chez les bonobos. Cependant, cela n'invalide pas la pertinence d'une telle découverte, puisque les produits sont suffisamment clairs et parlants. D'ailleurs, s'il y a l'article dans le commentaire, vous verrez les photos, c'est assez clair. L'étude prouve non seulement que la fabrication d'objets en pierre n'est pas propre à la lignée des homininés ou aux capucins, mais attire l'attention sur une autre problématique. Désormais, il est évident que les archéologues seront contraints de trouver de nouveaux éléments pour différencier des artefacts produits par des homininés de ceux générés par d'autres primates ou maintenant peut-être équidés. La confusion peut en effet rapidement se glisser dans le cas où des artefacts isolés ou en petits groupes sont retrouvés dans des endroits où sont aussi présents des sites archéologiques. En particulier, les auteurs citent comme exemple des lieux dans lesquels se sont côtoyés ou succédés par intermittence des groupes d'homininés et d'équidés. Ces deux lignées ont en outre coexisté dans les mêmes types d'habitats et dans des contextes géographiques similaires, à la fois en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique, et ce pendant la majeure partie de l'évolution humaine. Donc on commence à cerner un peu le problème qu'il peut avoir. Pour aller plus loin, si les chercheurs pensent que si les équidés cherchent intentionnellement des sols durs pour tailler leurs sabots, il est possible que ce comportement les entraîne dans des milieux où les roches et les galets se trouvent en abondance. De fait, il est jugé probable que cela puisse aboutir à des découvertes de ce type d'artefacts dans ce type de milieu. Donc il est quand même nécessaire de préciser que si la plupart des résidus lithiques de l'autoparage des équidés ressemblent à des fragments naturels ou des géofacts, certains, comme on l'a vu, présentent des caractéristiques d'une technique de taille bipolaire. Et depuis cette étude, les auteurs
ils insistent pas mal dans cet article, que c'est quelque chose qui ne peut être ignoré, et surtout quand on fait de la recherche sur l'évolution humaine de manière générale. Plusieurs études sur la production d'artefacts par les primates sont concentrées sur la dimension des éclats, leur nombre et la présence de cassures conchoïdales. En utilisant ces critères, aucune différence avec les outils oldowayens n'a pu être constatée, et ce qui aurait pu aboutir à des méprises. De la même manière que la découverte de la taille de la pierre par les Capucins, l'usage seul de ces critères est inefficace pour caractériser une taille intentionnelle d'outils, au risque de classifier bon nombre d'artefacts comme des productions paléolithiques. Donc les auteurs concluent que d'autres critères doivent être pris en considération. Il y a une sorte d'ouverture qui est à la fin de l'article pour pouvoir justement prouver cette distinction. À l'échelle de l'objet en lui-même, cela pourrait être l'emplacement des points d'impact, la préparation des surfaces de percussion ou l'analyse hiérarchique des séquences de débitage. Par exemple, lors d'une taille incontrôlée, comme pratiquée par les équidés, les éclats ont tendance à être moins réguliers, la réduction du nucléus est plus faible, et celui-ci n'est généralement pas débité en séquence, ou alors ce sont des séquences accidentelles. Et ça, c'est aussi valable chez les Capucins, contrairement aux outils excavés depuis des sites archéologiques. Et du coup, pour finir, et l'article ne l'aborde pas, mais je ne peux m'empêcher d'aller un peu plus loin et de me poser une question. Si cette pratique finit par être découverte chez des équidés à l'état sauvage, est-il possible qu'une part même infime de ce qui se trouve dans nos musées soit d'origine équine? Franchement, ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Donc voilà pour ma petite chronique. Sans trop spoiler, la prochaine sera aussi probablement consacrée à un mystère lithique. Je pense aussi reproduire ce format, donc prendre une étude publiée, en parler. Donc pour moi, c'est moins chronophage, c'est plus facile à préparer que des grosses synthèses sur des sujets. Et je trouve aussi que ça permet de se plonger plus en détail sur les processus et les méthodologies qui permettent de produire des connaissances. Donc n'hésitez pas à me dire, que ce soit vous ou dans les commentaires, s'il y a des commentaires, j'espère. Commentez, s'il vous plaît. Commentez, N'hésitez pas à partagez. me dire ce que vous pensez. Voilà, je suis encore en fait à la recherche d'un équilibre un peu entre vous partager des sujets intéressants et faire en sorte que ça me prenne pas trop de temps. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à vous écrire mes petites histoires. Oh, c'est beau. Merci Nico, merci. C'était passionnant, vraiment l'idée que des chevaux, enfin qu'on puisse avoir sur nos sites archéologiques des trucs qui sont faits par des chevaux ou des ânes plutôt que par des humains, c'est assez dingue. Donc franchement, c'est un travail de recherche qui est assez fou, je trouve. Moi, ça me faisait penser à un truc sur ce coup des animaux qui utilisent pas des outils, mais des fonctions que nous, on utilise régulièrement. C'est l'oiseau là qui utilise du feu pour faire fuir ses proies en fait de petits bosquets. Oui, c'est vrai. Alors je crois que c'est un rapace, mais je sais plus c'est lequel. Et il produit le feu du coup, enfin il arrive en fait, ça c'est un faucon, et en fait il va récupérer des branches enflammées pour aller les envoyer dans des petits bosquets, et ensuite il va récupérer sa proie qui s'enfuit à cause du feu. Ouf. Voilà, donc après, très philosophique, mais est-ce que finalement l'outil, en tout cas l'utilisation d'un objet extérieur à des fins de survie, est-ce que c'est vraiment que l'homme, ou finalement, est-ce que l'outil c'est maintenant un argument pour dire que on est un être humain? Parce que je crois que c'est ça, pour faire la différence entre Australopithèque et Habilis à la base, c'était l'outil, un des grands arguments. Ouais, c'est ça, à part ce site au Kenya dont j'ai oublié le nom. Ouais. Oui, parce que maintenant on sait que que Australopithèque et Paranthropus ils faisaient des galets. Qu'est-ce qui s'est passé sur le site au Kenya? C'est le site où justement on a trouvé des outils qui sont possiblement attribués à Kenyanthropus ou Australopithèque. Ouais. Mais du coup, il me semble que la controverse est toujours en cours. Enfin, je crois pas qu'elle ait été tranchée. Si c'est au Kenya, il y a peut-être une chance pour que ce soit au lac de Turkana. Ils ont trouvé des outils là-bas aussi il y a je sais plus combien de millions d'années. Je me rappelle plus du tout du site, je suis assez mauvais. De toute façon, il y a tellement c'est ce qu'on se disait en off avec Raph, c'est qu'il y a tellement de créatures qui fabriquent finalement des objets, même encore aujourd'hui, ou qui pratiquent des choses qu'on pensait. Enfin, je veux dire, on va aller dans l'extrême direct, rien que les fourmis qui pratiquent l'agriculture et l'élevage, ça te fait réfléchir sur est-ce que c'est vraiment spécial ce que nous on fait. Ou les termites qui font de l'architecture, genre c'est ça, même les blaireaux aussi, les terriers qui créent, c'est des trucs de malade. C'est clair. Les castors qui sont des bâtisseurs de l'extrême. Enfin, finalement, on est sur la planète que des créatures parmi. C'est juste que nous, on fait des autoroutes, quoi, en plus. Et le castor, c'est le deuxième être vivant qui a le plus chamboulé son environnement après nous. Ouais.
Oh C'est putain. Parce que du coup, vu qu'ils bloquent des cours d'eau, ça C'est change clair, l'environnement mais oui. autour. On est juste des gros castors en fait. On a un plus Voilà, gros impact. pour le coup, pour les équidés, c'est pas vraiment des outils. Genre, ils s'en servent pas, c'est vraiment plus des trucs qui Oui. ressemblent énormément. Donc, Oui, c'est- qui Ouais, ressemble. c'est Oui, ça non, qui est mais bien marrant. sûr, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est pour qu'est-ce qui fait la Oui. spécificité d'une espèce. Pour nous, c'est probablement. Enfin, en tout cas, de mon humble point de vue, c'est pas forcément l'outillage. Quoi. T'imagines Ouais, c'est clair. une Terre, hein, une planète avec 6 milliards de castors, le bordel que ça peut être. Il ferait des immenses barrages. C'est clair. Et donc, du coup, disais-je, pour faire ma transition, moi également, je vais vous parler aussi d'une créature du monde animal. Je vais essayer de le faire deviner à Nico, du coup, parce que toi, tu sais déjà à peu près de quoi on va parler, Raph. Oui, parce que j'étais là lors Tu du étais là lors du dernier enregistrement. Je tout à connais fait, la tout à série fait. que tu vas commencer. Exactement. Moi, Nico, j'aimerais te parler aujourd'hui d'un animal bipède, habillé en smoking et qui est un roi. Mais c'est le ping. Non, pas le pingouin, le manchot. Oui, c'est le manchot. Et vu que c'est un roi, c'est le manchot Royal. royal. Ouais, exactement. C'est une petite chronique assez courte sur le manchot royal. Le nom latin du manchot royal, c'est Aptenodite patagonicus, qui est donc de la même famille que le manchot empereur dont on a parlé la semaine dernière. Il se caractérise lui aussi par un ventre blanc, un dos gris argenté, une tête noire. La différence, c'est qu'il a une tache orangée qui part au milieu de l'oreille et qui se transforme en une fine bande pour ensuite se terminer par un orange clair sur la poitrine. Les pieds sont noirs, le bec est long et fin, il a d'ailleurs le bec le plus long de toutes les espèces de manchots, à savoir quand même un bon 13 cm. La mandibule a une tache rose orangée qui se renouvelle à chaque saison des amours. Il est le deuxième manchot le plus grand après l'empereur puisqu'il mesure entre 85 cm et 95 cm. Il a un poids de 8 à 16 kg et il a des ailes de 34 cm. Voilà. Donc c'est assez paradoxal parce qu'il a les ailes plus grandes que le manchot empereur dont on avait parlé encore une fois la semaine dernière. Allez écouter cette chronique. Alors sachez pour votre gouverne que l'espèce ne présente pas de dimorphisme sexuel. Les mâles sont simplement légèrement plus grands, notamment surtout en fait au niveau du bec. Ce critère n'est perceptible que lorsque les deux sexes sont observés en même temps, ce qui en réalité n'arrive pas tous les jours, puisqu'on parlera du cycle de vie de manchot tout à l'heure probablement. Pour les poussins, le duvet est épais et marron avec une impression laineux et cotonneux, à tel point d'ailleurs que les premiers explorateurs ont considéré que c'était deux espèces de manchots différentes. On pensait qu'il y avait des manchots royaux et des manchots bizarres tout marrons et tout laineux. Ces colonies sont occupées en permanence étant donné qu'il faut entre 15 et 18 mois pour élever l'unique poussin par période de 3 saisons de reproduction, donc sur 3 ans. C'est une espèce longévive qui peut atteindre quand même jusqu'à 26 ans. Bah il faut, hein. Voilà. Avec ce Avec ce cycle de vie, t'as intérêt effectivement à vivre relativement longtemps. Le nom scientifique Patagonicus fait référence à quoi à votre avis ? Bah la Patagonie. Patagonie. À la Patagonie exactement, qui est une région à proximité de leur première observation. C'est une espèce qui est en fait plutôt sédentaire, les manchots royaux nidifient dans de larges colonies sur des plages, des moraines et des zones plates recouvertes de tussocs, c'est des sortes de grosses touffes de graminées, à proximité de la mer bien évidemment, puisque c'est un animal marin. On le retrouve notamment sur les îles Malouines, les îles de Georgie du Sud, les îles Prince-Édouard et Marion, l'archipel des Crozets, les îles Kerguelen, les îles Heard et McDonald, les îles Macquarie, bref, on le retrouve un petit peu partout. Sachez d'ailleurs également en termes de statistiques que les archipels du Crozet et de Kerguelen abriteraient plus de 70% de la population de manchots royaux. En revanche, sur certaines îles, on constate des diminutions drastiques. Exemple, sur l'île aux Cochons, qui est sur l'archipel du Crozet, la population est passée de 500 000 couples en 1982 à 60 000 en 2017, soit donc quand même une diminution de 88% en seulement 35 ans. Les causes de cette forte baisse ne sont pour le moment pas réellement connues. Aujourd'hui, au niveau des statistiques globales, il existe près de 1 600 000 couples de manchots royaux. Le nombre ne cesse de croître dans les endroits où il est observé, mais il n'en fut pas toujours le cas, puisque au début du XXe siècle, la population a été quasiment exterminée par qui à votre avis ? Les castors. Les castors, ouais, les castors avec des bras et des jambes bipèdes, qu'on appelle une également tourette. les humains bien évidemment, qui les ont assassinés pour l'huile et les plumes. La pêche intensive dans la région a aussi beaucoup joué dans la nourriture des manchots.
Aujourd'hui, bien évidemment, cette espèce est protégée au niveau mondial, ce qui explique pourquoi est-ce qu'elle est justement en train de réaugmenter en taille, même si c'est pas vraiment génial pour le moment. Au niveau de la reproduction, comment ça fonctionne ? Sachez que le manchot royal n'est pas une espèce monogame comme la plupart des manchots, c'est une espèce polygame, puisque seulement 7% d'entre eux gardent le même partenaire d'une année sur l'autre. En effet, l'arrivée sur le site de reproduction des deux partenaires n'est pas synchronisée, car le mâle et la femelle ne muent pas en même temps. Et l'un des deux partenaires peut très bien disparaître. Par contre, il reste fidèle sur une saison de reproduction, c'est-à-dire que le mâle va pas aller batifoler ailleurs et la femelle non plus. Ils se rassemblent donc sur les îles au printemps de l'hémisphère sud, donc en fait ça veut dire que c'est l'hiver dans notre hémisphère à nous, bien évidemment. Ils se rassemblent au printemps pour choisir le partenaire, ce qui n'est pas chose aisée car des bagarres peuvent éclater. Le manchot royal il est assez vénère. La séduction se fait via des sons particuliers des oiseaux, que je ne vais pas vous faire écouter à vous maintenant parce que je savais pas qu'on ferait spécialement le royal, donc j'ai pas prévu, mais en post-production, vous pourrez entendre ce magnifique son. C'était moi ça. Garde-le celui-là. Il faut le garder. Hein. C'est fou. Ça attire peut-être quelqu'un, on regarde par la fenêtre. Oh mon dieu, Attention, tu vas attirer les femelles. Putain. Lorsqu'ils sont... J'en peux plus. Lorsqu'ils sont prêts à s'accoupler, les oiseaux vont faire des sons particuliers au niveau de la poche incubatrice de leur partenaire. Donc en fait c'est rigolo parce qu'ils se penchent au niveau de la poche incubatrice, donc ici au niveau du bidou, et ils vont faire des sons directement. C'est un moment où justement, ça y est, le partenaire sait que c'est bon, ils vont pouvoir s'accoupler. Du coup, ils vont s'accoupler, je passe les détails, et le manchot royal, à l'instar de son cousin, du coup, le manchot empereur, ne va pas faire de nid, mais l'œuf va être couvé sur les pieds. Un seul œuf, comme je vous le disais, est pondu au printemps, entre novembre et mars. Les parents ne peuvent donner naissance qu'à 2 poussins par période de 3 ans. Le mâle et la femelle vont donc couver à tour de rôle l'œuf pendant 54 jours. C'est le mâle qui va commencer le tour de garde pendant 3 semaines, la plus longue des gardes. Afin de se retrouver, le couple mémorise le chant. Les colonies sont donc très bruyantes. Encore une fois, je vous fais écouter un petit bruit de groupe de manchots royaux. Les adultes en parade chantent en claironnant, le bec pointé vers le ciel et les ailes entr'ouvertes. Ce chant plurisyllabique peut se traduire par un ah qui dure entre 0,8 et 5 secondes suivant le nombre de notes. Les femelles ont un chant plus élevé en fréquence, environ 2900 Hz, que les mâles qui eux sont à 2400 Hz. Les poussins ne claironnent pas, mais poussent des séries caractéristiques par 3 sifflements de type passereau. En mer, le cri de contact est un coup de clairon monosyllabique. Il peut être entendu à plus d'1 kilomètre de distance. C'est quand même un sacré chanteur, le manchot royal. Et aussi un putain d'animal qui est capable de mémoriser un son, parce que faut se rendre compte que, je vous précise quand même, les colonies de manchots royaux, vous avez des centaines d'individus qui sont tous collés les uns avec les autres, qui sont en train de se castagner la gueule la plupart du temps parce que c'est un des manchots les plus agressifs, donc vous rentrez de la plage comme ça, et vous devez gueuler, espérer que votre partenaire entende votre bruit, ensuite lui il vous répond, espérer que vous entendiez correctement, puis vous y allez, et là seulement vous pouvez vous occuper de votre bébé, en espérant qu'il soit pas fait bouffer, mais on y reviendra. Donc, chaque couveur contrôle un territoire, et c'est ce que je vais vous expliquer, il y a vraiment un contrôle de territoire. Chaque couveur contrôle un territoire de 1 demi-mètre carré. C'est très 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 peu, et il y a des guerres de territoire pendant la couvade. Là où, je vous explique pour Nico et Clément, les manchots empereurs ils étaient très solidaires puisqu'ils se regroupent en groupe pour protéger les bébés du froid. Les manchots royaux c'est chacun chez soi et les œufs seront bien gardés justement. Ah ouais. Donc ils vont se castagner pour essayer de grappiller quelques centimètres carrés de territoire et vraiment c'est l'enfer. Le relais du coup entre les parents va avoir lieu 5 à 6 fois. Gardez à l'esprit que c'est moins hardcore que le manchot empereur, mais si l'œuf tombe pendant le moment où le mâle passe sur les pieds de la femelle, ça peut créer des problèmes, puisque, on va le voir, il y a beaucoup de prédateurs qui sont chauds pour bouffer du bébé manchot, même en version œuf. Donc, le poussin va éclore entre mai et août, les parents vont alterner, encore une fois, pour chercher de la nourriture, et pour également nourrir le poussin par régurgitation. Alors, du coup, vous allez cracher finalement la nourriture dans la gueule de votre poussin. Ou même, en réalité, parfois vous ouvrez juste la bouche et le poussin va faire la béquée directement dedans. Quand le poussin a quelques mois, les parents reprennent le chemin de la mer pour se nourrir. Le poussin va alors jeûner jusqu'à 4 mois.
Là où en version adulte ils sont pas très solidaires, les poussins eux vont se réunir en crèche pour se protéger les uns des autres. Quand les parents reviennent, ils commencent à le nourrir jusqu'à la mue qui elle va apparaître à l'âge de 10 à 13 mois. Au total, c'est moins d'un œuf sur 5 qui parviendra à l'âge adulte à cause de tous les risques. Et les risques, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, il y en a. Les skuas et les pétrels géants sillonnent les colonies dans l'espoir de dévorer les œufs ou les poussins trop faibles. Et comme les adultes ne s'entraident pas, c'est chose aisée. Les skuas, c'est des grosses mouettes, quoi, si vous préférez. Les adultes, quant à eux, sont la proie des phoques léopards et des orques. Pour petite information, le léopard de mer, qu'on appelle aussi Hydruga leptonix, est un mammifère carnivore de la famille des Phocidae et qui représente actuellement la seule espèce du genre Hydruga. Il a été décrit pour la première fois en 1820 par le zoologiste et anatomiste français de Blainville. Il fait partie des 5 espèces de phoques présentes en Antarctique. Il est puissant et imposant, la femelle peut mesurer jusqu'à 4,5 mètres pour une masse de 600 kg. Il doit son nom de léopard aux petites taches sombres qui couvrent son corps et à sa vie de prédateur. Il est craintif et solitaire dans son aire de vie, faisant partie des lieux les plus inhospitaliers du monde. Les observations et son étude scientifique sont difficiles, c'est pourquoi les biologistes ne connaissent pas suffisamment son mode de vie et son effectif. Ils estiment à environ 300 000 individus. Bien que le krill et les juvéniles d'autres espèces de phoques constituent sa principale source de nourriture, il est renommé pour sa férocité envers les manchots, qui constituent une bonne part de son alimentation. En effet, un phoque léopard peut manger jusqu'à 15 manchots par jour, toute espèce confondue. 15. C'est comme manger des cacahuètes pour un phoque léopard, quoi. Voilà, donc imaginez, souvenez-vous, la femelle peut mesurer 4,5 mètres. Le manchot royal, je remonte pour aller voir mon petit tableur Excel, le manchot royal mesure 85 cm. Donc vous êtes en train de nager comme ça, tel le marsouin pour choper du poisson pour nourrir votre bébé que vous allez voir 2 fois par an. Et vous êtes la proie d'un truc qui fait le triple de votre taille. Surtout que s'il en bouffe 15, imagine parce que c'est pas un nombre pair, donc il y en a un qui ça se trouve il attendra son... Ah mais les manchots, en fait t'es pas à l'abri que ton partenaire il clame et que du coup tu puisses plus t'occuper de ton bébé et que du coup ton bébé meurt également, ce qui est assez horrible. Mais bien évidemment, la proie est quand même un prédateur et les manchots mangent de leur côté des céphalopodes, des petits poissons et des petits crustacés. Ce qui finalement est la même chose. Imaginez, vous êtes un petit poisson tranquille et vous avez un horrible oiseau des ténèbres qui vient vous dévorer vivant. Ça doit pas être funky non plus. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est la loi de la nature. En mer, c'est un oiseau pélagique. Il se nourrit principalement au large des plateaux continentaux ou des zones de convergence antarctique et subantarctique. Même en mer, les manchots royaux sont grégaires. Ils nagent en petits groupes comprenant entre 5 et 20 individus. D'où le fait de bouffer 15 manchots d'un coup probablement. Ils pêchent en plongeant et en poursuivant leur proie sous l'eau à une vitesse pouvant atteindre 12 km/h, le plus souvent à moins de 50 mètres de profondeur, parfois autour de 100 mètres. Plus rarement, ça a été quand même estimé, ils peuvent parfois descendre à 300 mètres. La durée des plongées peut quand même atteindre 10 minutes. Un manchot royal est capable d'effectuer plus de 100 plongées par jour. Les immatures, quant à eux, sont souvent observés à plusieurs centaines de kilomètres des sites de reproduction. Le manchot royal affectionne les zones pélagiques où la température de l'air est en moyenne à 4,5 degrés et la salinité d'environ 34%. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était le manchot royal. Et si les manchots vous intéressent, retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle espèce de manchot, parce qu'il y en a 18 au total, et là c'était que la deuxième. Est-ce que vous avez des petites questions sur le manchot royal avant qu'on termine cet épisode? Vive les manchots, hein. Même si galère parce que la nature elle est bien faite quand même, enfin, des fois elle est presque ironique la nature. Hein. Dans une tribu de 3000 manchots, tu dois gueuler pour trouver la fréquence de... Tout ça pour finir dans la gueule d'un léopard des mers, j'avoue que c'est vrai que c'est assez ironique. Tu voulais dire un truc, Nico? Je t'ai entendu au fond. Oui, par rapport aux préoccupations des populations de manchots. Donc, tu as dit qu'elle était un petit peu repartie en hausse. Mais par rapport aux autres manchots, est-ce que c'est une espèce qui est plus ou moins... Ça fait partie des espèces qui font partie des plus protégées et qui sont actuellement les moins menacées. C'est pas sur les listes de menaces concrètes par les différents organismes. On verra au cours des chroniques qu'on a des espèces de manchots qui, si on fait rien, dans quelques années, c'est fini, quoi. Le manchot royal, ça va, mais c'est aussi parce que c'est pas un manchot, c'est ce que j'expliquais la dernière fois avec l'empereur, c'est pas un manchot qui vit dans des zones humaines. Les manchots qui sont vraiment en danger, c'est les manchots qui vivent en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce qui n'est pas le cas du manchot royal qui vit sur des îles qui ne sont pas possédées réellement au sens propre par des humains, mais qui sont le lieu de différentes expériences scientifiques.
Ce qui quand même assez ironiquement crée des problèmes, hein. C'est-à-dire que la présence des scientifiques sur ces îles-là pose problème pour justement les manchots, parce qu'il faut y arriver, on les perturbe dans leurs habitudes. Le pire étant, et je pense que j'en parlerai à chaque fois, le fameux tourisme de la dernière chance où vous avez des gens qui veulent absolument aller voir des espèces qui vont disparaître, mais de ce fait vont provoquer la disparition de ces espèces. C'est horrible. Donc ça c'est horrible, et c'est frustrant parce que tu te dis putain, moi j'ai envie de voir des manchots, mais je pourrais jamais en voir. Il y a des gens qui sont suffisamment riches pour aller en voir et qui s'en foutent de les tuer finalement. Donc est-ce que c'est pas ça, genre le plus grand respect que tu peux avoir pour une espèce, c'est genre la laisser tranquille? Ouais, c'est accepter le fait que si tu voulais aller les voir, fallait faire des études là-dedans et les réussir et ensuite finir en Antarctique, quoi. Donc ce qui n'est pas mon cas, même si pour la petite anecdote j'ai failli y aller en Antarctique, puisque j'avais postulé à un job en archéo pour bosser dans les TAF, donc les territoires australes et antarctiques françaises, et les terres australes et antarctiques françaises, et bon, j'ai pas été pris, j'ai été en finale, mais j'ai pas été pris parce que peut-être que mon argument à l'entretien d'embauche de dire j'ai envie de voir des manchots, ça a pas suffi, je pense. Normalement, c'est bon. Hein. Ouais, mais peut-être pas pour de l'archéologie de baraques de pêcheurs dans les îles des îles de l'océan Antarctique, mais je ne sais pas. Voilà, donc vous allez bouffer du manchot encore une fois, comme un phoque léopard. Vous allez les bouffer par chronique de 15. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous... oh, tiens, le manchot à Nelly, le manchot à jugulaire, le manchot à mon cul. C'est mon préféré celui-là, le manchot mon cul. Mon cul. Non, donc voilà, j'espère que le manchot de Patagonie ou le manchot royal vous aura plu. Personnellement, alors je continue un peu là-dessus, il fait partie de mes préférés en termes de visuel. Ouais. Le manchot empereur, il est très classe, mais c'est un peu le manchot de tout le monde, c'est le manchot de Disney, quoi. C'est genre la marche de l'empereur. Mais le manchot royal, il a une prestance. Alors, regardez des photos de manchot royal, il a un bec long. Bec 13 cm, ouais, 13 envergure de 30 cm des ailes. Des ailes, ouais, 30 cm. Il est imposant, il est orange pétant, il est magnifique. Il a un regard, on dirait un espèce de dinosaure qui a envie de te tuer, mais c'est aussi pour ça qu'on aime les oiseaux, c'est parce que, voilà, c'est le Purgatorius qui est encore en nous qui a peur, quoi. Pardon. Question. Non, ça m'a fait. Peut-être que tu l'as déjà abordé dans d'autres chroniques sur les manchots, mais ils ont des toutes petites plumes du coup, et c'est, tu sais, pour que ce soit un peu hermétique. En fait, alors pour le manchot royal, j'ai pas trouvé les infos, mais je suppose que c'est un peu comme le manchot empereur. Je peux aller re-regarder mes notes si tu veux sur l'empereur, parce qu'ils sont à peu près de la même espèce. Mais dans mes souvenirs, le manchot empereur, justement, il a plein de plumes. En fait, il a plusieurs couches qui permettent de le rendre hermétique. En fait, si c'est un peu basé sur le même principe que les manchots empereurs, ils sont capables de réguler leur température interne pour pouvoir atteindre des températures qui sont autour de 30 degrés. En tout cas chez l'empereur, qui est adapté lui à un milieu vraiment purement antarctique, puisqu'il vit dans la glace, des terres gelées. Le royal, il lui ressemble quand même pas mal, donc potentiellement il a ça aussi à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que tous les ans ils muent, donc du coup ils vont perdre leurs plumes pour les renouveler. Chez la plupart des espèces de manchots, c'est un moment qui est assez crucial parce que ils sont obligés d'être sur terre, puisqu'ils ne peuvent pas aller dans l'eau quand ils sont en train de muer, puisque ce sera pas suffisant justement pour survivre au froid. Pareil, si tu prends un poussin de manchot, quelle que soit l'espèce, par exemple tu prends un manchot royal bébé et tu le balances dans la flotte, il meurt. Parce que justement il a un duvet, il a pas des plumes. Les plumes, elles sont vraiment faites pour survivre justement au froid, d'où le fait qu'on puisse nous les tuer pour récupérer l'huile en fait qui est présente à l'intérieur. Ah, c'est pour ça qu'on les exploitait. C'est pour ça qu'on les exploite. On a fait pareil avec le grand pingouin en fait. C'est assez. Le mot qui vient, c'est rigolo, mais c'est pas du tout le bon terme. C'est drôle, il meurt. Désolé pour les grands pingouins. Les grands pingouins, on les a butés parce qu'ils étaient faciles à attraper. Ils produisaient de l'huile, ils produisaient du guano et ils produisaient de la nourriture fastoche. Et en fait, quand on les a tous tués au milieu du 19e siècle. Et parallèlement, à peu près au même moment, on a commencé à rencontrer les manchots dans le sud. Et spontanément on a fait pareil en fait, on les a capturés, on a fait des rafles, j'en ai parlé sur la chronique principale des manchots, mais t'as des marins qui vont buter 3000 manchots, les saler, les fumer pour les conserver pendant le trajet, parce que c'est facile en fait, t'as juste à arriver sur le truc, tu les chopes, ils vont pas se défendre. En fait c'est le même principe que, ça questionne aussi beaucoup sur l'adaptation d'une espèce, parce que c'est des créatures qui sont adaptées à un climat qui est froid, dans lequel ils ont pas de prédateurs terrestres en fait. Ouais. Les prédateurs, c'est que des prédateurs aquatiques, c'est pour ça qu'ils vont vite. Donc ils ont plus besoin de voler. S'ils volent pas, c'est qu'ils n'en ont pas besoin, c'est comme le dodo en fait. Et finalement, nous, quand on débarque là-dedans, on fout le bordel parce qu'ils sont faciles à attraper. Et d'ailleurs, on a beaucoup introduit sur leur territoire, mais ça va plutôt être dans les endroits où c'est des manchots proches des humains, mais on a introduit des chiens et des chats qui sont dévastateurs justement pour les espèces de manchots qui se font littéralement dévorer par des fouines des chats et des chiens parce qu'on a introduit un prédateur terrestre. Donc après, ça fait une question philosophique, c'est est-ce que, étant donné que nous on est une espèce sur la planète Terre, et on débarque à un endroit, si l'espèce n'est pas adaptée, est-ce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses qu'elle s'éteigne aussi ? Après,
Est-ce que en tant qu'espèce entre guillemets, je mets plein de guillemets à ça, éveillée, on devrait avoir une manière raisonnée d'exploiter les choses? Après c'est une question philosophique sur finalement à quoi sert l'humanité sur la planète, parce que toutes les créatures ont une raison d'être et nous c'est laquelle quoi. Ouais. Mais c'est peut-être pas à nous d'y répondre aujourd'hui. C'est peut-être pour une future chronique philosophique. Faut savoir d'ailleurs que ce sera la moralité de la fin de chaque épisode de DTDR cette saison. Oui, parce qu'à chaque fois ça terminera par les manchots. Étant donné que je m'adapterai, parce que j'en ai 18, aux différents temps d'épisodes, les longues chroniques seront pour les épisodes où il n'y a pas eu des grosses chroniques, et les petits manchots seront faits pour les épisodes où il y aura des chroniques un peu plus grandes. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'adore le concept. T'adores le concept. Reviens pour entendre plus de choses sur les manchots, Nico. J'ai envie de trouver une espèce de parler en désert. C'est trop cool. Donc là, alors oui, je me permets une dernière petite chose. On a fait le genre des manchots royaux et des manchots empereurs. Ils ne sont que 2 dans leur famille. Donc à partir de la semaine prochaine, on va changer de groupe de manchots. Voilà, donc je sais pas si on va partir sur les gorfous ou sur les adélis ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, les 2 grosses espèces de manchots les plus connues, c'est fini. On va passer sur autre chose après. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus sur une nouvelle espèce de manchot. Et sur ce, je remercier Raphaël qui est à ma droite. Merci d'être passé, Raph. C'est toujours un plaisir de t'avoir en présentiel à côté sur le canapé avec le plaid. Il y a toujours un petit descriptif de comment tu te situes à côté de moi. C'est devenu une tradition. Je précise, j'avais des vêtements. Non, parce que je voulais dire attends, tu viens de dire j'avais des vêtements, ce qui s'entend que t'en as pas là. Parce que tu parlais des manchots et tout, j'étais là, 13 cm pour le bec, 30 cm pour les ailes, c'était là. Je partage aucune dimension avec ce manchot. Merci du coup aussi Clément pour ce voyage que tu nous as offert dans une époque lointaine. On espère que les extraterrestres, s'ils nous regardent en ce moment, ils n'ont pas honte de nous, et que s'ils peuvent venir nous voir, venez, c'est chouette, et venez écouter les épisodes des aliens. Si vous êtes un alien, mettez un commentaire, likez la vidéo et partagez-la sur Alpha du Centaure. Comme ça, on dirait les chaînes complètement pétées, des mecs dans le New Age. Je vais me faire encore strike, j'en peux. Non, c'est trop drôle. Merci Nico aussi. Grâce à toi, on aura appris que faut se méfier quand on trouve un site d'industrie lithique, parce que peut-être que ça a pu être fait par des chevaux. Exactement. Donc on aura vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ça n'est aucun sens. En fait, on n'a absolument on n'a aucun ancêtre qui a taillé des pierres en fait depuis le début. C'est des chevaux. C'est un mensonge. Je vous l'ai dit en intro, attention, c'est la nouvelle conspiration. Hashtag conspiration équine. Conspiration équine en fait. Merci à vous 3 messieurs, c'était chouette. Les auditeurs, c'est toujours un peu chaotique. Cette saison 5, sa thématique c'est le chaos. En fait, vous aurez sûrement remarqué que plus on avance en saison de Tout et de Rien, plus c'est chaotique. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça qui est cool aussi. Le chaos, c'est ce qui fait avancer l'humanité. Pas du tout, je sais pas. Bref, bonne soirée et ciao, on vous laisse, des bisous. Bisous. Je suis tout seul parce qu'il n'y a plus internet. C'était la coupure d'internet. Est-ce que ça va revenir? On espère très fort que ça va revenir. Oui, ça va revenir. Ah, on dirait bien qu'Internet a du mal. C'est particulier. Enfin, des chevaux, c'est pas que des chevaux d'ailleurs. C'est plus des équidés au sens global. Je suis de retour. Allez, problème Internet de 20h comme tous les soirs, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire comme chaque soir, Minus? Tenter de remettre Internet. J'ai la ref. T'as ta propre ref. Voilà. Écoutez, Raph il est pas là, mais il arrivera à un moment donné, on peut s'y jeter si vous voulez. Ouais, il a un truc à présenter. Je sais pas, probablement rien, je pense qu'il vient en touriste. Ok. Mais c'est pas grave. Après, il faut que je prévienne Théo que ce soir, je joue pas à Baldur's. S'il veut venir, Théo, il est le bienvenu aussi d'ailleurs. Ouais, je vais lui dire. Tu lui dis? Ça marche, c'est parfait. Eh ben, moi je vais commencer la petite intro du coup. Allez, c'est parti. C'est bizarre parce que j'ai mon PC dans le dos et je vous vois pas, du coup c'est un peu perturbant, mais. Alors. Et justement, petit hors-sujet les gars, je m'absente juste peut-être 2-3 minutes parce qu'il y a mon chien qui est en train de martyriser un bébé gecko qui a dû s'infiltrer dans la baraque. Ah,
Eh bah, va donc sauver ce bébé gecko. Moi, je vais commencer ma chronique, mais tu peux nous rejoindre en cours de route, ne t'inquiète pas. Oui, pas de souci. Très J'arrive. bien.